On va commencer. Donc, alors bienvenue, hein. Bienvenue, vous êtes chez Startware. On va avoir l'un des cofondateurs de Startware qui va venir nous rejoindre, qui est là, Grégory. Qui a un parcours aussi très intéressant, qui va nous expliquer du coup son virage à la quarantaine. C'est un peu le thème ce soir. Il y a Miguel qui est un peu plus jeune, qui lui va nous faire rêver de sa vie d'écrivain, de son parcours d'écrivain. Et ensuite, nous, on va être plus dans le dur pour vous raconter un peu nos vies d'entrepreneurs en ce qui nous concerne, Grégory et moi, et les parcours de Yann et de Farissa que vous verrez en fin de présentation, qui sont des parcours aussi plus ou moins atypiques en fonction des profils. Voilà, tout ça. Alors, oser le job de ses rêves. Donc effectivement, c'est un bien grand sujet. Vous êtes ici, pourquoi? Alors, j'ai récupéré quelques statistiques que je trouve assez pertinentes et intéressantes et qui peuvent vous redonner confiance. Donc, je pense que dans l'assemblée, vous approchez la quarantaine ou vous l'avez un tout petit peu dépassé. Voilà, un petit peu. Largement, ça dépend de qui. Mais bon. Donc, il y a 77% des salariés qui pensent que le rapport au travail change vers 40 ans. Bienvenue, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Et effectivement, vous verrez que nous, on a un peu tous fait une bifurcation à 40 ans. Et il y a 56% d'entre eux, d'ailleurs, qui pensent que 40 ans représente un âge décisif pour réussir sa carrière. Donc, en gros, c'est un peu maintenant ou jamais. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez le sentiment de ne pas l'avoir encore réussi, non, c'est pas trop tard. Hein. Il vous reste encore quelques années pour pouvoir vraiment faire ce que vous avez envie de faire et vous accorder un peu plus proche de vos motivations et de redonner du sens. L'âge moyen d'ailleurs pour créer son entreprise, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on voit beaucoup de start-upers qui ont moins de 30 ans, il y en a aussi dans les locaux de Startway, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont quarantenaires, voilà, et on rencontre pas mal. L'âge moyen, hein, et les cheveux gris aussi, ouais, même au-delà. L'âge moyen pour monter son entreprise, finalement, en France, il est 38 ans et demi, donc il n'est pas si jeune que ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, ceux qui ont des entreprises à succès, donc qui réussissent vraiment bien dans l'entrepreneuriat, ils ont 42 ans, voire 45 pour les entreprises à forte croissance. Donc, en gros, tout ça pour vous rassurer, hein, c'est pas parce qu'on a dépassé la quarantaine qu'on est bon à rien. Pas du tout, on a encore plein de choses à faire. À la quarantaine, en gros, on se pose la question un peu plus sérieusement, peut-être qu'avant, du sens à donner à sa vie. Il y a Jung qui a disserté là-dessus, hein, c'est le fameux processus d'individuation qui fait qu'on est en recherche d'authenticité. Donc on est vraiment dans un processus où on a envie on n'a plus envie de jouer un rôle justement, peut-être celui qu'on a joué dans les études ou professionnellement pour se trouver une place dans la société, mais on a envie d'être de plus en plus authentique, donc de retrouver finalement sa nature profonde. D'où peut-être, si vous l'avez expérimenté, une certaine peut-être un questionnement ou quelque chose qui fait que vous avez envie d'autre chose à ce moment. Et c'est tout à fait normal. En fait, c'est un processus naturel, même d'ailleurs, ça apparentait à la crise de l'adolescence. Donc, c'est un processus par lequel on passerait, donc pas forcément tout le monde, mais beaucoup de gens passeraient. C'est assez naturel de se reposer des questions à ces achats. Et d'ailleurs, on va vous prouver, donc nous on est ici ce soir pour vous prouver que vous avez de la chance de vous poser ces questions. Que finalement, une vie sans se poser de questions, c'est une vie qui n'est pas très intéressante. Que dans la vie, ce qui fait vraiment le moteur, ce qui fait l'intérêt de la vie, c'est de se poser des questions et c'est d'y apporter ses réponses. Et de se chercher tout seul aussi un peu les réponses. Donc, être en questionnement, c'est vraiment, vraiment un bon démarrage. Donc, on est heureux que vous soyez là, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes quelque part en questionnement. Donc, on va vous apporter des témoignages, un brin de réponse, mais bien sûr, le cheminement, c'est vous qui le faites, hein, chacun d'entre nous. Et on est ravis, en tout cas, nous, d'avoir accompagné pas mal de gens sur ce chemin-là. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 personnes qui sont venues à ce type de soirée et on a accompagné plus de 250 personnes dans nos parcours, donc plutôt des cadres avoisinant la quarantaine qui, du coup, ont envie de se questionner et potentiellement de faire autre chose, ou de faire quelque chose plus en adéquation avec qui ils sont. Voilà. Nos partenaires, donc il y a Schema Alumni,
Alors, je sais pas, on avait la responsable de Schema qui était dans le coin, mais je ne sais pas si c'est arrivé. Il y a l'IAE de Paris aussi. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'IAE. Normalement, il devrait y avoir un certain nombre d'IAE. Oui. Ouais. Voilà, super, bah, bienvenue. Bienvenue à vous. Et moi, j'ai fait l'IAE aussi, cursus entrepreneuriat. Voilà, c'était quelques années. Et Intermin est aussi un de nos partenaires. L'IME Conseil, qui est une société de neurosciences. Et puis, bien sûr, Startway, qui est un partenaire de Baomi de longue date, qui me soutient dans mes projets depuis un certain temps. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de rêve, on va parler donc de rêve, ça c'est Miguel qui va nous faire rêver. Si. On va parler de virage à la quarantaine et on va parler aussi de méthode. Donc je vais à l'intérieur de la soirée vous présenter un peu les clés pour finalement cheminer, se poser les bonnes questions et derrière oser. Voilà. Bienvenue Farissa. Alors Miguel, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Donc, en 2 mots, Miguel est écrivain de sa profession, comme ça existe. Et il a écrit un premier roman qui a été finaliste du prix Goncourt du premier roman, Le voyage au produit. Et il a écrit un deuxième roman, mais peut-être plein d'autres entre-temps, Le sucre noir, qui est édité il n'y a pas très longtemps. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Et Laurence a eu la gentillesse de m'inviter, mais je me rends bien compte que devant une assemblée aussi prestigieuse et aussi délicieuse, et bien moi je me sens tout à coup comme l'épine entre plusieurs roses. Elle m'a demandé tout simplement de parler de mon parcours, de donner comme ça les différentes étapes. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent écrire dans la salle ou pas, ainsi je ne suis personne non plus pour être en train de donner des points de vue, des méthodes, des astuces ou des ruses pour pouvoir changer de travail, toutes ces choses. J'ai tout simplement fait mon petit parcours en moi que je vais vous exposer, si vous le voulez bien, pendant 10 minutes. Et puis avec un peu de chance, ça donnera quelques lumières, ça donnera quelques pistes, quelques points de référence pour pouvoir parfois trouver une boussole quand on est dans un navire perdu dans une tempête. Mais n'attendez pas de moi, Quoi qu'il en soit, moi je suis arrivé il y a à peu près 6 ans en France. Avant j'habitais au Venezuela, je suis de Caracas, je suis frère de l'Inde, on est tous les deux du Venezuela. J'habitais là-bas et je travaillais pour Fundarte, qui est le bras culturel de la mairie de Caracas. On m'avait donné un endroit qui était plus ou moins grand comme celui-ci et je devais tout simplement aller dans les bidonvilles pour pouvoir trouver des artistes, des écrivains, des poètes, des cinéastes, des musiciens qui soient issus de la culture populaire et les mettre au centre de Caracas pour que la culture cesse d'être le privilège des classes aisées. Mon travail était tout simplement celui d'une sorte de soldat de la Révolution pour pouvoir recréer une horizontalité au niveau de la culture. J'avais, comme dans beaucoup de pays, il faut avoir 2 métiers pour pouvoir s'en sortir. Du coup, je faisais ça dans l'après-midi et le soir, j'étais prof de français à l'Alliance française de Caracas à la Mercedes. Il se trouve qu'un jour, je vois l'affiche dans l'Alliance française de Caracas où il y a écrit: si vous avez entre 17 et 25 ans et vous aimez écrire, envoyez donc une nouvelle au prix du jeune écrivain à Toulouse. Il fallait que ce soit 8 pages et le thème était libre. Alors j'ai choisi une réécriture du Mythe d'Icare. Et j'ai écrit la réécriture du Mythe d'Icare et je l'ai envoyée à ce concours de nouvelles. Ils m'ont répondu en effet un mail en disant: merci beaucoup d'avoir participé. Vous êtes 1053 à avoir envoyé différentes nouvelles de presque 27 pays différents. Nous avons un cercle de bénévoles. Nous allons faire un système de défrichage, un système d'entonnoir. Et on vous enverra un mail tous les 2 mois en vous disant si vous êtes toujours dans les étapes. 2 mois plus tard, en effet, on me dit: vous êtes parmi les 800 premiers. 2 mois plus tard, vous êtes parmi les 700 premiers. 2 mois plus tard, vous êtes parmi les 600 premiers. Lorsque je suis arrivé à 200 premiers, j'en ai parlé à ma mère. Écoute, il se trouve que je suis parmi les 200 premiers dans le prix du jeune écrivain à Toulouse. Même pas à Toulouse, c'est à Muret, c'est une banlieue de Toulouse. Ma mère, aussitôt, est sortie. Elle est revenue avec une robe qu'elle avait achetée en disant: ce sera pour le prix Nobel. Ça vous donne l'idée de confiance aveugle des mères. Eh bien, en effet, je vous passe les détails, mais quoi qu'il en soit, eh bien, j'ai gagné le premier prix, le prix du jeune écrivain. Et donc, le prix était une invitation à venir en France pendant 1 semaine,
c'était le 23 mars 2013, le président Hugo Chavez venait de mourir, le Venezuela était en train de passer dans une nouvelle phase et une noire mythologie belle et terrible qui était en train de l'attendre, et du coup le pays était en train de changer, il y avait un changement qui s'opérait aussi de mon côté, et donc j'ai pris cet avion, je suis de l'avion directement venu me chercher, je suis allé jusqu'au salon du livre, à la porte de Versailles, où m'attendait une assemblée de gens, de personnes qui donc avaient voté pour le prix. On m'a donné un micro et on m'a dit « Pars !» Alors aussitôt, j'ai fait un discours en remerciant et en disant que j'espère que les gens ne voient pas ici tout simplement une distinction d'une institution à un homme, mais plutôt un cadeau de peuple à peuple. Et j'ai essayé de faire un discours qui était politique, puisque je revenais des obsèques de Rocha, et c'était un moment qui était important. Parmi les gens qui étaient dans la salle, il y avait au fond une femme habillée en noir, que je sais aujourd'hui, qui s'appelle Émilie Colombani, qui m'écoutait comme ça avec beaucoup d'attention, comme une cathédrale de cristal. Et qui tout d'un coup, lorsque j'ai fini de parler, s'est approchée de moi, elle m'a dit « Bonjour, je suis éditrice d'une maison d'édition qui s'appelle Rivage. Vous savez, ici en France, il faut un premier roman pour pouvoir rentrer dans la cour des grands. Les nouvelles, malheureusement, sont considérées un genre bâtard, alors que le roman est considéré un genre noble. Alors, votre nouvelle sur Ricard, c'est sympathique. Bref, est-ce que vous avez peut-être un roman dans les tiroirs pour pouvoir passer dans la cour des grands ?» Alors, aussitôt, alors, je lui ai menti. Je lui ai dit « Oui, j'ai un excellent roman dans les tiroirs. Est-ce que je pourrais le lire ?» J'ai dit « Moi, non, donnez-moi quelques mois pour retravailler quelques gaucheries et quelques maladresses. Donner un personnage, une épaisseur qui lui manque. Peut-être changer la fin, si je ne suis pas sûr si c'est le majordome, c'est l'assassin. Je n'avais pas une seule ligne. Bien entendu, les femmes savent tout. Ils savaient absolument que je n'avais pas écrit le livre, mais qu'importe. Elle m'a laissé les cartes de la conversation. Et du coup, me donne alors sa carte de visite. Elle me dit « Quand vous aurez donc fini de corriger le livre, écrivez-moi. » Je n'ai jamais pris l'avion de retour au Venezuela. Je suis resté en France. Je me suis enfermé à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF. Et du coup, j'ai écrit Le Voyage d'Octave. Pendant ce temps, j'étais caissier au Grand Palais. Et le soir, dans un horrible hôtel près de Terne, j'étais également veilleur de nuit, qui sont des horaires difficiles, dans lesquels tu vois passer le peuple de la nuit, avec un autre peuple que celui du jour. Et en effet, en écrivant les premiers chapitres de Octavio, il se trouve que j'ai reçu un mail merveilleux, et je salue du geste la Fondation Fascine de Savoie, à Chambéry, qui s'occupe de faire de la diffusion culturelle dans la région. Donc ils choisissent certains jeunes auteurs qui n'ont pas encore la possibilité d'avoir un endroit pour s'isoler dans le silence et dans la solitude et dans le silence digne des bibliothèques, mais il leur faut une résidence d'écriture pour pouvoir écrire. On m'a donc proposé d'aller à Chambéry, plus précisément à Saint-Pierre d'Albigny, près des vignes, dans un château qui s'appelle le château des Alus, où ils ont une petite dépendance, et c'est donc cette région qui s'occupe de ça. Je me suis enfermé là, c'était absolument sublime comme instant pour pouvoir réellement trouver la façon de solidifier, de concentrer dans une forme fixe, qui est l'alphabet et la langue, tous les glissements et les mouvements du monde, qui sont parfois difficiles à percevoir. J'essaye d'aller le plus vite possible, pour ne pas vous ennuyer, c'est ça, il n'y a rien de pire que lasser l'assemblée, c'est ça. Et j'essaye d'aller dans des étapes un peu plus vite. En finissant la résidence d'écriture à Saint-Pierre d'Albigny, il y avait une rencontre littéraire qui allait se faire à Chamonix, dans le pic de l'Aiguille, avec Maëlys de Kerangal et Jean Echenoz, ceux qui connaissent. Et en effet, alors que je finis de parler là, que je n'avais toujours pas publié ce roman Le Voyage d'Octavio, qui était tout simplement en manuscrit encore dans la besace, et aussitôt s'approche un monsieur qui s'appelle Christophe Réa, qui est d'une maison d'édition qui s'appelle la maison d'édition Guérin, et qui me dit « Mon ami, après t'avoir entendu, figure-toi que je cherche depuis 2 ans un auteur qui puisse être tantôt vénézuélien, tantôt français, pour aller dans la jungle vénézuélienne et descendre la plus haute cascade du monde en rappel, et puis ensuite revenir en France et raconter cette histoire. J'ai besoin de quelqu'un qui soit suffisamment jeune pour pouvoir avoir la force physique de le faire, et qui ait dans son cœur suffisamment de vieillesse pour ensuite pouvoir livrer le récit de cette aventure. » Vous pouvez imaginer que j'ai aussitôt signé comme un chien fou, et je garde un souvenir à la fois beau et amer de ce jour, puisque, en effet, je suis parti dans la jungle. Je vous passe encore une fois les détails, peut-être à un autre moment on pourra parler de toute cette merveilleuse aventure, mais de là est sorti un livre, à la fois dans la douleur et dans l'émerveillement. Et du coup, je me suis retrouvé à publier 2 livres assez vite, les uns après les autres. Les livres ont eu suffisamment de succès dans un petit cercle de gens
du monde du livre pour pouvoir donc rentrer dans la boucle des auteurs qui gagnent des avaloirs. Donc je ne sais pas si vous connaissez plus ou moins comment est le système du livre en France, mais en gros, un auteur vit à crédit. C'est-à-dire que lorsque tu t'assois devant l'éditeur, il te paye la promesse d'un livre à venir. Une fois que j'avais fini Octavio, je me suis assis devant mon éditeur, Bertrand Pi, de la maison Actes Sud, puisque Rivage est rattaché à Actes Sud, et en gros, il m'a donné rendez-vous dans son gigantesque bureau, qui est 3 fois ça. Tu rentres dans une petite porte comme ça au fond, et lui il est là-bas, dans un grand bureau comme ça, avec une sorte de chat blanc sur les genoux, comme ça, avec un tableau de lui, avec un chat blanc sur les genoux, c'est un système de mise en abîme. Et alors tu marches vers lui comme ça, et pendant 7 minutes, il te juge en silence, comme ça, pendant que tu t'avances. Puis une fois que tu t'assois, il te dit « Raconte-moi une histoire ». Là, je lui ai raconté une histoire de pirates, une histoire dans les Caraïbes, une histoire de trésors, une histoire peut-être qu'on pourra finir avec cette histoire, et qui sera pertinente par rapport aux jobs qui s'élèvent. Et ensuite, il te dit bien, moi je te donne telle quantité d'argent pour pouvoir écrire le livre. Tu as besoin de combien de temps? 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Et alors en fonction de l'argent, tu divises les mois, on te donne une mensualité. Et à la fin de tes mensualités, tu dois livrer l'histoire que tu as racontée. Alors, un auteur vit de la promesse de ses livres. Et ensuite, une fois qu'il le vend, si tu dépasses l'avance sur droit qu'on t'a donné, tu peux récupérer dans un petit pourcentage, en fonction des livres vendus, les gains. Quoi qu'il en soit, les amis, eh bien, en effet, j'ai publié ensuite Sucre Noir, et puis avec un peu plus de succès pour Sucre Noir, j'ai pu oser poser ma candidature pour la Villa Médicis. Peut-être certains connaissent la Villa Médicis ici, qui est donc une résidence d'artistes qui se trouve à Rome, en Italie, qui, depuis 3 siècles et demi, invite 16 écrivains, 16 artistes, tous les ans, de toutes disciplines confondues, que ce soit des compositeurs, que ce soit des designers, que ce soit des scénaristes, que ce soit des cinéastes, que ce soit des sculpteurs, des artistes plasticiens, des performeurs. Ils en choisissent 16 dans une candidature de presque 800 personnes et ils décident de les inviter pendant 1 an à vivre dans le château de Ferdinand de Médicis pour pouvoir réellement écrire. C'est un peu la Formule 1 des résidences d'écriture. Donc en effet, j'ai déposé ma candidature pour un projet et ensuite tu passes certains filtres, tu arrives à un oral qui est un endroit absolument affreux, rue Bonaparte, dans l'endroit des Beaux-Arts, et tu te retrouves devant une sorte comme ça, des bancs en fer à cheval autour de toi, dans une vision terrifiante et vertigineuse, avec des jurys qui t'observent et qui te demandent de, pendant 10 minutes, réduire le plus vite possible un projet que tu vas mettre peut-être 2 ans à écrire. On te demande de raconter avec une langue simple, précise, avec des phrases qui sont courtes, quelque chose qui à l'intérieur de toi est d'une profondeur et encore abstrait et encore impalpable. On te demande d'avoir une pensée immobile, alors que encore le projet est embryonnaire et il est sans cesse en mouvement. J'ai donc parlé. Le soir même qu'on nous a appelés, j'étais avec Viola et avec la famille. À ce moment-là, on était en train de dîner à Bastille et en effet, ils ont eu la gentillesse de me dire que ma candidature avait été retenue. J'ai passé un an délicieux à Rome, mais encore une fois, on pourra en parler un peu plus tard. Je suis arrivé il y a 2 semaines de Rome, et la fois où Laurence m'a appelé, justement, j'étais à Rome dans les derniers jours. Donc, ça a été un vrai bonheur de pouvoir être là-bas, un vrai bonheur aussi de me retrouver ici, et de me rendre compte peut-être que tout ce voyage, ce long voyage qui a été fait, eh bien, est-ce que j'avais réellement besoin de bouger autant pour pouvoir le trouver? Parce que finalement, le trésor, il est souvent là où on est, sous nos pieds, assis dessus. Et à ce compte, je ne sais pas si vous connaissez les 1000 et une nuits. Les 1000 et une nuits sont divisés par rêve. Il y a un rêve dans les 1000 et une nuits, qui est le rêve 272. Et si vous ne le connaissez pas, alors permettez-moi de vous le raconter. Parce qu'en écoutant la présentation que tu as faite, qui était très belle, ça m'a tout de suite rappelé ce très beau rêve de 1000 et une nuits, et je pense que peut-être ça peut être pertinent. Et je finirai là-dessus encore une fois pour encore vous ennuyer. L'histoire est l'histoire d'un homme qui avait une très grande richesse, qui l'a perdue aussitôt, et qui s'est retrouvé à être un mendiant, à vivre sur une pierre blanche entre 2 palmiers, et il était si pauvre qu'il mangeait les herbes qu'il avait mâchées la veille. Dans le texte. Il rêve une nuit que son trésor est de l'autre côté de la montagne, à Éphèse, et qu'il est tenu dans le royaume d'un roi tyrannique.
au réveil, il décide de prendre son baluchon, part alors dans la campagne, traverse les fleuves, traverse les torrents, traverse la montagne, traverse les collines et arrive le soir au rempart de ce royaume. Et sans le vouloir, il est enrôlé par des cambrioleurs qui sont en train de cambrioler une maison, lui qui n'a rien à voir dans cette affaire. Les gardes arrivent, les cambrioleurs partent et lui est pris pour le voleur et enfermé dans un cachot sous terre pendant peut-être 3 jours. Il cesse de dire qu'il n'a rien à voir avec le vol, qu'il n'a rien à voir avec le cambriolage, mais les gardes, sourds à cette protestation, continuent les tortures. Au bout du 4e jour, cette histoire arrive aux oreilles du roi, qui se déplace alors jusqu'à sa cellule. Il ouvre la porte, l'homme est assis en boule, il prend une bougie, s'approche, pose la flamme devant lui et contemple longuement la sainte figure. Il dit: qu'est-ce que c'est que cette affaire? Le type lui dit: je n'ai rien à voir de ce cambriolage, figurez-vous, je suis simplement un homme qui vit de l'autre côté de la montagne, j'ai rêvé un jour que mon trésor était ici, alors je suis venu le récupérer, mais je n'ai rien à voir avec le cambriolage. Et le roi lui rit au nez, il lui dit: mais mon ami, tu es un idiot, moi ça fait 15 ans que je rêve qu'il y a un trésor sous une pierre blanche, entre 2 palmiers, de l'autre côté de la montagne. Alors tu vois, ce sont des sottises, je ne veux plus te voir. Et le type, en effet, repart chez lui, retraverse la montagne, arrive, soulève la pierre blanche et le trésor était au-dessous. Il a peut-être dû faire ce voyage pour pouvoir comprendre tout simplement eh bien, que son bonheur et que son courage étymologiquement se trouvaient au fond de son cœur. C'est là que je suis contente d'avoir trouvé Waoui comme nom d'entreprise. Merci. Merci à toi. Merci à Waoui. vous. Merci. Merci Miguel. Bon, ben voilà, on a l'écrivain hein, en toute sa splendeur. Orateur et écrivain. Donc tu relèves le défi, Grégory. Dans un autre style. Là, c'est le talent d'orateur. Sujets qui vont être un peu plus terre à terre. Moi, j'ai eu ma crise d'adolescence à 45 ans. Pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure. Pour vous dire, il y a un fil conducteur à chaque fois. Donc, quand je dis j'ai ma crise d'adolescence, c'est-à-dire que j'ai sauté du pont sans filet et sans élastique dans le monde de l'entrepreneuriat. À 45 ans, c'est quelque chose qui me trottait depuis un certain nombre d'années. Et parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé un alignement de planète qui a été la quête de sens, la rencontre d'un homme qui est mon associé, qui est Gaël, et des événements perso qui ont été des accélérateurs dans la prise de décision. Alors mon parcours est quand même un fil conducteur. Moi je suis issu des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis, dans le 93, à Audis-sous-Bois. J'ai démarré ma carrière professionnelle après avoir fait une sup de co, même si je n'avais pas ce déterminisme qui était écrit. Et j'ai commencé ma carrière dans l'insertion dans les quartiers difficiles. J'étais chargé de remotiver et trouver du boulot pour les gens qui étaient très éloignés du chemin de l'emploi. Et puis c'est un secteur d'insertion qui est très difficile. Mais à un moment donné, j'avais plus la foi parce qu'il y avait des éléments politiques qui venaient un petit peu parasiter tout cela. Et me voilà embarqué dans une entreprise qui fait de l'immobilier, qui est un centre d'affaires, qui met de la location au service des entreprises de bureaux. Donc rien à voir, si ce n'est que cette entreprise cherchait à partir en Espagne, qui étaient mes origines, et donc je cherchais à retrouver ces origines d'un point de vue professionnel. Bon an, mal an, je passe 18 ans dans cette société, dont 7 années très marquantes en Belgique et en Suisse, où là, le parcours international vous ouvre pas mal de vues. Et surtout, ces pays, quand vous venez de la France, ont la particularité d'être plus petits. Mais vous pouvez, quand j'ai été expatrié là-bas, pour restructurer les sociétés qu'on avait rachetées. Et j'ai pu utiliser ces pays comme de véritables laboratoires, qui a été pour moi une révélation dans la partie intrapreneuriat qui était en moi et que j'ignorais. Donc j'ai commencé à développer des concepts contre l'avis de mes actionnaires de l'époque. Et manifestement, ces concepts ont bien marché. Donc j'ai lancé ce qu'on a appelé le coworking en 2007. Donc, le coworking, aujourd'hui, beaucoup de monde en parle. En 2007, personne n'en parlait. On m'a pris pour un fou. On nous prenait à l'époque, au moment de Startway aussi 2 ans après, pour un peu des babas cool. On était un peu à contre-courant de ce qui se passait dans les modes de travail.
Et voilà, donc je prends mon courage à deux mains, je vais au bout de mes idées, et puis tellement ça marche, l'entreprise me demande de revenir en France pour restructurer la société au niveau des régions. Et je reviens avec une petite croyance qui était que les pays du Nord étaient très inspirants sur les nouveaux modes de travail, sur le bien-être au travail. Et je reviens avec la conviction de pouvoir amener ce changement au sein de mon entreprise, toujours animé d'un côté très entrepreneur, qui est je vais aller au bout des idées. Cette entreprise ne me suit pas dans cette vision des choses. Et ça a été pour moi un premier élément déclencheur, qui était un moment de dire, mais tu as des croyances, tu as envie, tu es persuadé que, qu'est-ce qu'on fait? Donc je me suis retrouvé dans une situation très clivante au sein de mon entreprise. J'ai ensuite un élément très marquant personnel, quelqu'un de très très proche qui est devenu très gravement malade, et ça a été un autre déclencheur de cette quête de sens. Et je fais une rencontre à ce moment-là de mon associé actuel, qui avait une petite entreprise qui s'appelait Startware, qui démarrait des espaces de coworking en banlieue parisienne. Et donc j'ai recommencé à retrouver un sens et un fil conducteur à ce que je faisais. Et je l'ai rejoint il y a maintenant 4 ans, et on est au cœur d'un phénomène, je dirais, important, c'est qu'on est au cœur d'un phénomène sociétal. Et donc pour moi, aujourd'hui, mon fil conducteur, ce qui m'a permis de déclencher, et la thématique que tu me proposais, c'est ce qui a déclenché chez toi le côté de l'entrepreneur, c'est que j'avais trouvé une quête de sens au sein d'un projet avec quelqu'un, et ce projet, c'est un projet politique. Aujourd'hui, moi, je rêve avec Startway. Vous êtes ici, par exemple, dans ce qu'on appelle un quartier prioritaire de la ville, un QPV, qui est un quartier qui a plein de stéréotypes, qui lui collent à la peau. Mais mon projet avec Startway est un projet politique, c'est d'aller recréer des espaces de travail et de vie dans des quartiers où le terreau n'est pas favorable. Et donc j'ai trouvé dans un métier qui était un côté certes business, mais une quête de sens qui était pour moi le moyen de boucler mon parcours, qui était je suis issu de cette banlieue, je ne peux plus y retourner personnellement pour des questions diverses et variées, parce que mes valeurs républicaines ne sont plus aujourd'hui alignées avec ce que je vivais dans mon quartier dans l'adolescence. Et ben je vais essayer d'y revenir par une autre façon, qui est par l'entreprise, et l'entreprise engagée et citoyenne. Ici, par exemple, vous êtes donc dans un QPV, c'est un vrai pari qu'on a pris, je vous le dis en tant qu'entrepreneur, c'est 2000 m², c'est beaucoup de risques. Les gens hésitent à venir dans le 18e. Voilà, les entreprises, les startups, etc. Non, on peut être dans le centre de Paris. Ben, nous, on a fait le pari de venir, comme on fait le pari d'aller en région ou dans des zones rurales. Et vous avez ici, par exemple, des entreprises, et je suis très fier de l'annoncer. On a la première école de mode gratuite en France, qui est destinée aux jeunes du quartier du 93, qui sont déscolarisés, qui s'est installée ici. Donc on a une forme de mécénat vis-à-vis d'eux. On est en train de mettre des projets de communication ensemble. Donc je fais à la fois mon business, parce que j'ai un compte de résultats, je suis un entrepreneur, j'ai pris beaucoup de risques, mais j'ai aussi d'amener du sens. J'ai ici l'entreprise qui, avec nous, fabrique notre mobilier. Donc le mobilier de travail sur lequel travaillent nos entreprises dans nos espaces est fabriqué par des artisans français. Donc on a recréé, à notre échelle, 6 emplois qui sont dans les Vosges et en Normandie pour dire faire le fabriquer français et faire confiance aux artisans, c'est possible. Et arrêtons d'en parler, faisons-le. Ma société de nettoyage fait travailler des femmes en foyer monoparental. Elle a démarré son histoire chez Startway. Donc on a essayé de créer un modèle économique vertueux. Ici, au rez-de-chaussée, en bas, on vient juste de s'installer au mois de juin. On va ouvrir une zone qui va être ouverte pour les cours de soutien pour les jeunes du quartier, qui est fait par une entreprise ici qui fait de la formation sur des outils pédagogiques, et aussi par des entrepreneurs qui ont donné de leur temps. Donc voilà, donc moi, ce qui m'a fait basculer, c'est un modèle que je connaissais bien, qui était le coworking, mais surtout un coworking qui allait être rempli de sens, et qui allait finalement répondre un peu à mon parcours de vie. Et demain, je serais ravi de retourner dans mon quartier avec une entreprise, avec Romain que j'ai croisé qui est là. Romain fait partie de l'écosystème Startway. Il aide des entreprises qui sont chez nous à lever de l'argent, lever des fonds. Demain, je souhaiterais aller dans ces quartiers. Moi, je suis issu de ces quartiers. J'ai beau avoir fait une sup de co, vous ne savez pas ce que c'est qu'un leveur de fonds. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un avocat d'affaires. Eh bien, allons-y. Allons enseigner parce qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre. Réduisons le fossé qu'il y a entre les quartiers et les villes. Arrêtons l'entre-soi. Voilà le modèle tel qu'on l'a défini et ce qui m'a fait vibrer et pourquoi j'ai basculé. Donc je retrouve beaucoup de sens dans ce que je fais et je me souhaite longue vie surtout. Et le coaching, c'est aussi savoir être entraîné et s'entraîner.
et du coup, voilà, à terme, s'automotiver en fait, hein, donc grandir en autonomie et en responsabilité. Donc c'est ça qu'on met en œuvre aussi dans notre méthode. Et puis il y a les neurosciences parce que comprendre finalement son fonctionnement, c'est important, et finalement quand on ne comprend pas, on ne suit pas. C'est-à-dire que c'est important, si vous voulez demander à quelqu'un de faire quelque chose, qu'il comprenne le pourquoi. S'il ne comprend pas le pourquoi, ça va être plus compliqué. Donc on a une méthode, donc ça c'est ce que je vais vous détailler, donc les 5 clés. Et puis on a un format, ça j'y reviendrai un peu plus tard pour vous présenter ce qu'on fait. Le format il est assez innovant aussi, et il permet voilà, de mixer tout un tas de méthodes qui fonctionnent aujourd'hui, et qui permet aux gens de se rencontrer, 2 de travailler quand même un peu tout seul, parce que c'est important aussi, d'avoir un cadre, mais aussi d'être autonome. Je vous expliquerai tout ça. Alors, les 5 étapes pour dire waouh à la Miguel. Alors, première étape, c'est le W de wise. Donc, wise en anglais, ça veut dire sagesse. Et en fait, on peut rien faire quand on est trop stressé, quand on est trop sous tension. C'est juste pas possible. Alors, on a 3 réactions au stress. Vous les connaissez, hein. On commence normalement au départ, on est en mode fuite, on s'en va. Ensuite, quand la fuite ne marche pas, on est en mode combat. Et quand le combat ne marche pas, on est en mode inhibition, c'est-à-dire qu'on arrête, on fait le mort. Donc ça, c'est notre réaction au stress. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on est en transition professionnelle, c'est peut-être que dans son job actuel, c'est un peu compliqué. Et en fait, du coup, comprendre les symptômes du stress, c'est les comprendre intimement, et c'est peut-être se dire, ok, mais moi, peut-être que je suis effectivement dans mon job aujourd'hui en fuite, en lutte ou en inhibition. Et peut-être qu'aussi dans ma recherche de transition, là, dans mon projet, là, je suis peut-être aussi en fuite, en lutte ou en inhibition. On passe tous par ces 3 phases quand on est en stress, je veux dire quand il y a vraiment un danger. Mais on a aussi, en fonction de qui on est, plutôt tendance à partir dans la lutte en premier, partir dans l'inhibition ou partir dans la fuite, en réaction au stress. Donc du coup, si vous êtes dans votre job actuel et que vous êtes plutôt en fuite, c'est peut-être parce que, par exemple, vous papillonnez, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous n'êtes pas vraiment sur les dossiers, vous pensez aux vacances, vous êtes tout le temps sur votre smartphone. Bref, vous fuyez la situation. Et dans votre recherche de job ou dans votre recherche de transition, ça peut être plus ou moins la même chose. En mode lutte, ça va être pareil, ça va être des gens qui finalement s'en prennent à la terre entière, qui sont juste un peu de mauvais poil tout le temps, qui en veulent à leur patron autant qu'il fait, à leurs enfants, malheureusement, quand ils rentrent le soir, à leurs collègues, enfin bref, tout va mal. Quoi. Le métro, c'est l'enfer, tout va mal. On est en mode combat. Et l'inhibition, là, on est complètement à l'arrêt, donc dans l'incapacité totale à prendre une décision, en fait, l'incapacité de bouger. Donc, en fait, quelque part, la vie se retire et on attend. Et on attend parce qu'on n'est plus capable de faire un pas, donc on peut subir une situation jusqu'à ce que ça dégénère en dépression, essentiellement. Donc, je ne dis pas du tout que c'est votre cas, mais en tout cas, il faut se dire que, voilà, est-ce que je suis, moi, dans une phase ou une autre? Donc, est-ce que je suis un peu sous stress? Parce qu'en fait, quand on est sous stress, le problème, c'est qu'on ne peut plus réfléchir. Je suppose que vous l'avez déjà vécu, hein. Vous étiez stressé, il se passe un truc, ça vous stresse. Vous êtes incapable de réfléchir. Mais parce qu'en fait, physiologiquement, votre cortex préfrontal, qui est là, est bloqué. En fait, il y a vraiment plus d'afflux sanguin, plus rien qui passe quand on est sous pression du stress. Donc c'est vraiment important quand on est dans une situation pas très confortable, et je dis ça pas seulement ponctuel, hein. Le problème, le phénomène, c'est que le stress, il est un peu tout le temps maintenant dans nos vies, et surtout quand on est dans une période un peu inconfortable. Donc du coup, se projeter, rêver justement, voir plus loin, faire appel à son préfrontal. Le préfrontal, c'est notre cerveau mature, c'est celui qui est mature, enfin c'est notre cerveau, on va dire, d'être humain. Il est mature à la vingtaine, pas avant 20 ans, même 25 pour certaines personnes. Donc voilà, c'est notre intelligence, c'est notre capacité de projection, c'est notre capacité d'imagination
Donc quand on n'a plus accès à ce préfrontal, on est bien embêté pour faire des choix, parce que du coup c'est forcément des choix qui vont être à l'emporte-pièce, et c'est des choix c'est ce qui va faire qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain, ou qu'on va prendre un énorme maillet pour tuer une mouche. Donc voilà. C'est important de discerner quand on est dans cette période-là, si on arrive à réfléchir ou si finalement on a besoin de se poser avant. En plus, quand on est sous stress et donc, du coup, quand on est un peu en peur, on a aussi un effet sur notre cœur. Je trouve que notre cœur, c'est aussi un réseau de neurones. Il y a 40 000 neurones dans le cœur. Donc le cœur réfléchit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il ne fait pas que ressentir. Et du coup, les champs électromagnétiques du cœur, quand on est sous stress, c'est le chaos. Hein. C'est vraiment le chaos. Donc ça veut dire que là, pareil, le cœur n'envoie pas les bonnes informations au cerveau et on n'est pas dans les bonnes dispositions pour entreprendre un travail qui demande justement à être posé, à être en pleine possession de ses moyens. Donc, première clé, quand on veut se réfléchir sur soi, il faut déjà se déstresser, apaiser son mental, apaiser le limbique qui nous envoie plein de croyances négatives, apaiser le reptilien qui nous envoie un peu de stress, voilà, pour faire en sorte qu'on puisse à la fois ressentir avec le cœur et à la fois réfléchir avec son préfrontal. Donc, notre proposition, en tout cas, et ce qu'on vous propose, ce qu'on vous suggère, les cellules se nourrissent d'énergie d'un côté et de chimie. Donc, il faut renourrir vos cellules d'une bonne énergie. Donc, l'énergie, c'est vos pensées, c'est vos ressentis et c'est votre environnement. Donc, mettez-vous avec 15 dépressifs pendant 3 semaines, vous allez devenir dépressif. Donc l'environnement est clé sur vos pensées, et vos pensées sont clés aussi pour le bien-être, pour votre bien-être, et c'est important pour votre vitalité. Et puis les cellules se nourrissent aussi de chimie. Donc la chimie, c'est la respiration, c'est votre posture, votre alimentation et le sommeil. Donc dans le programme, on voit moins l'alimentation et le sommeil, quoique je réfléchis à introduire ça dans notre programme. Mais en tout cas, c'est important pour vous de se dire, il faut que je fasse gaffe à ce que je mange et surtout à mon sommeil. Mais on travaille beaucoup la posture, on travaille beaucoup la respiration à travers des exercices adaptés de méditation et de sophrologie. Et on travaille énormément les pensées à travers aussi des exercices. Et des exercices aussi bêtes que les 3 kiffs par jour que vous connaissez. Là, on vous suggère vraiment de le faire le plus tôt possible. C'est un peu compliqué tout seul, plusieurs c'est beaucoup plus facile, mais c'est un effet incroyable sur se mettre dans de bonnes dispositions pour pouvoir se projeter. En 2 secondes, sur ce sujet, on avait Isabelle qui est venue dans un de nos groupes, 18 ans chez AXA. Quand elle m'appelle, elle me dit je ne sais pas si votre programme est pour moi, parce qu'en fait j'aimerais plus ou moins faire un bilan de compétences. Mais on m'a dit que j'étais pas assez bien. J'étais pas assez bien pour faire un bilan de compétences. Il y a Farissa qui dit oui, c'est vrai. Donc elle est arrivée en pur état d'inhibition. En fait, il y avait un plan de départ chez AXA. Elle était dans l'incapacité de savoir si elle devait le prendre ou pas. Parce qu'elle était incapable de réfléchir, et à tel point que les gens des bilans de compétences qu'elle avait vus ne voulaient pas la prendre. Donc elle m'appelle, elle me dit, et vous, est-ce que du coup c'est intéressant que je fasse votre programme? Je dis, 30 jours gratuits, au pire, vous pouvez essayer, si ça ne vous convient pas, on verra. Et il se trouve qu'1 an plus tard, elle est partie d'AXA, elle a validé son projet qui est de devenir responsable programme immobilier, et elle débute sa formation en octobre, et elle est rayonnante. Voilà, j'ai 2 témoins ici qui peuvent témoigner de ça. Parce qu'elle est passée, parce qu'on ne l'a pas bombardée tout de suite de questions, on l'a laissée se poser, elle est rentrée dans le processus qui fait que du coup elle a pu faire de la place. Pour vous parler de la 2e clé, je vais vous poser ces questions-là. Est-ce que vous vous dites, en ce moment, quels sont les postes envisageables maintenant que j'ai l'âge que j'ai? Quelle stratégie mettre en place pour être promu, manager ou directeur? Quelle formation faire pour préserver mon employabilité? Quelle super idée pour monter ma boîte? Est-ce que ça vous arrive de vous poser ce genre de questions? Je vois des sourires, des acquiescements. Oui, non, vous pouvez lever la main, vous pouvez vous exprimer. Oui, carrément, d'accord. Alors,
Donc, effectivement, c'est pas une très bonne idée de se poser ce genre de questions. Pourquoi ? Parce que ça stresse encore plus. C'est ce genre de questions qui sont fondées sur le comment je vais faire pour réussir ma vie, comment je vais faire. Ça génère un stress qui fait que ça nous coupe complètement la réflexion, donc on rebascule dans ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Donc le vrai sujet, c'est pas tellement de se poser la question du comment, mais la question du pourquoi. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? C'est ça la vraie question. Non, c'est pas comment je vais survivre quelque part, mais c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Savoir qui je veux vraiment devenir pour me construire une vision et surtout donner un sens à ma vie. C'est quoi le sens ? C'est quoi la direction ? Donc, je vais vous parler du coup de la deuxième clé qui est le aim, donc le A de Wally. Le aim, donc on va voir que ça parle de but et de moteur. On va prendre l'analogie d'une fusée. Donc la fusée pour aller droit, pour aller quelque part, elle a quand même besoin d'une direction. Si vous ne vous dites pas où aller, ça ne sert à rien de faire décoller la fusée. Franchement, ça va aller nulle part. Et même pour faire des essais, à la limite, il faut qu'elle sache qu'elle a des essais à faire pour se lancer. Donc le pourquoi, donc c'est le fameux why, je ne sais pas, il y a des gens qui connaissent Simon Sinek dans l'assemblée. Oui. Ouais, très bien. Donc ce fameux why, c'est ça, voilà, le pourquoi prévaut sur le comment, sur le quoi, c'est le pourquoi je veux faire les choses qui est important. Mais ensuite, il ne faut pas se tromper de pourquoi. Donc le pourquoi, et d'ailleurs c'est très, très juste ce que nous dit Simon Sinek, il nous dit que le pourquoi doit être attaché à quelque chose qui nous dépasse. Si c'est juste pour moi, pour me faire plaisir, ça ne suffit pas. Quelque part, à un moment donné, je vais planter la fusée parce que ça ne va pas suffisamment me motiver. Donc pour vraiment trouver du sens, parce que ce why, c'est un bon why, il faut que ce soit rattaché à quelque chose qui nous dépasse. Donc quelque chose qui nous dépasse, c'est souvent, d'ailleurs Grégory l'a parfaitement bien illustré, c'est souvent en rapport avec les autres. Ça peut être les animaux aussi, ou la nature, ça marche aussi. Mais voilà, c'est quelque chose qui va au-delà de nous. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a deux écueils sur trouver une direction. Déjà, donc, pour un bon why, il faut que ça nous appartienne. C'est-à-dire qu'on a tous un why différent. Simon Sinek parle du why d'Apple. Il n'y a pas que les entreprises qui ont des why. On a tous un why, un pourquoi, une mission, quelque chose, un combat à mener dans la vie, en fait. Ou alors quelque chose à révéler. Je ne sais pas, les artistes veulent révéler la beauté, par exemple. Miguel, je pense qu'on l'a compris, il a un amour fou pour son pays. Je pense qu'il veut absolument raconter son pays. Et moi, en l'occurrence, je veux révéler les rêves des gens, les aider à le faire. C'est assez précis, finalement. Donc, on a tous quelque chose de différent qui nous transcende. Et du coup, ça ne peut pas être quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est là qu'il faut bien vérifier c'est quoi un bon why. C'est pas ce qu'on appelle un fantasme. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, un fantasme ? C'est quoi un fantasme ? Une chimère, un rêve idéal, une illusion. Ouais. Pourquoi c'est une illusion ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose pour lequel on n'est pas prêt à payer le prix, déjà. Et c'est souvent quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est souvent sociétal, c'est souvent l'injonction parentale, une injonction quelconque qui fait qu'on a envie de devenir ça, on a envie de devenir un manager, on rêve de devenir manager. Mais on n'y va pas vraiment, ou alors on ne fait pas les efforts pour, parce que finalement, ça ne nous appartient pas vraiment, ce rêve. Et quand ça ne nous appartient pas vraiment, en fait, la conséquence, elle est simple. On ne veut pas payer le prix, donc on ne se met pas en mouvement. Donc ça reste un fantasme. Mais autant s'en séparer tout de suite, parce que les fantasmes, ça pollue l'esprit et ça mène nulle part, parce que par définition, ça ne met pas en mouvement. Or, une motivation, ça met en mouvement. C'est la définition latine du mot movere, ça met en mouvement. Donc, le why, c'est pas un fantasme, c'est pas quelque chose qui appartient aux autres, et c'est pas quelque chose pour lequel je ne me mettrai pas en mouvement. Et c'est pas non plus une obsession. Donc là, je vais vous raconter 2 secondes la vie de Don Juan. Don Juan, il a passé sa vie à poursuivre les femmes, en l'occurrence à séduire les femmes. Mais est-ce que ça le rendait heureux ? Est-ce qu'il était satisfait quand il avait une première conquête ? Non, il cherchait une deuxième. La deuxième ne l'a satisfait pas non plus, il cherchait une troisième, et ainsi de suite jusqu'à plus soif. Et Don Juan est mort insatisfait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il poursuit comme ça quelque chose, et encore une fois, c'est une obsession, mais c'est pas ça en fait le vrai sujet. Pour Don Juan, le vrai sujet, c'était pas de séduire toutes les femmes de la planète. C'est pas ça qu'il cherchait, c'est pas ça qui le rendait heureux. Le vrai sujet, c'est que Don Juan, petit,
on lui avait dit, enfin son père lui avait dit devant toute une assemblée qu'il était laid. Donc en fait, le vrai sujet de Don Juan, c'était de prouver lui-même qu'il était beau, séduisant. Donc tant qu'il n'avait pas réglé ce problème-là, il allait courir ces fameuses chimères, là, obsession, tout ce que vous voulez. Donc le why, c'est ni un fantasme, ni une obsession. C'est centré, c'est en soi, et ça va au-delà de soi. Deuxième, à votre avis, qu'est-ce qui fait que la fusée peut décoller? Donc on a la direction, le sens. Voilà, du coup, on a besoin de quoi pour décoller notre fusée? Le carburant. Bah ouais, le carburant. C'est quoi le carburant, à votre avis? Pour nous, hein. La motivation, exactement. En fait, on a deux types de motivation. On a les motivations secondaires ou extrinsèques qui sont donc à l'extérieur de nous et qui visent un résultat, l'atteinte d'un objectif, d'un résultat. Elles sont importantes, ces motivations-là. Mais elles ne doivent pas laisser le pas ou prendre le pas sur les motivations primaires ou intrinsèques. Parce que ce sont elles le fuel. Ces motivations-là, elles prennent racine chez nous en tant qu'être humain très très petit. Elles sont engrammées chez nous entre 0 et 3 mois. Donc tout petit déjà, donc oui, c'est lié à la façon dont on a géré notre stress quand on était bébé. Et du coup de ça a provoqué en fait une réaction et ça crée des moteurs, une motivation. Donc les motivations primaires, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Donc c'est profondément ancré, c'est pas pour ça que vous l'utilisez, que vous faites appel à cette motivation tous les jours malheureusement. Sinon vous seriez super heureux, hein. Vous seriez pas là en fait. Vous seriez comme Miguel à témoigner que vous avez un job de rêve. En fait, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui se passe. Donc, quand on met en premier lieu les motivations primaires dans sa vie, on est heureux. On est heureux parce qu'on est dans le plaisir de faire sans crainte de l'échec, sans crainte de regard des autres, sans se comparer aux autres. Voilà, on est heureux de faire ce qu'on fait. C'est ça la motivation primaire. Et c'est pas si simple à trouver, mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser sérieusement la question. Donc en gros, pour résumer, le why, c'est un peu votre terrain de jeu, votre combat, vos aspirations profondes, le sens que vous voulez donner à vos actions, et les motivations primaires, ce sont vos actions justement. Qu'est-ce que vous faites qui vous fait plaisir? Et quand on a les deux, c'est champagne, exactement. Qu'est-ce qui se passe là si je prends ma bouteille et que j'essaye de remplir la pyramide de coupe de champagne par le bas? Je vais mettre du temps, ça va être fastidieux. Je vais en mettre partout, c'est compliqué. Hein. Alors que si je prends la bouteille et que je la place en haut, bah, ça va couler tout seul et les coupes du bas vont se remplir sans effort, sans même que je m'en aperçoive. Ce qui veut dire que quand vous avez votre why, on peut aussi parler de valeur hein, pour votre travail sur le why, et les motivations primaires, on peut nourrir ces motivations extrinsèques, les fameuses motivations secondaires qui sont liées au résultat, de façon beaucoup plus facile, avec beaucoup moins de difficultés, parce qu'on est tellement nourri que le reste, on doit le faire. Voilà, il y a des choses dans notre job, je suppose que Miguel, on a tous les jours des choses aussi que tu fais et qui te plaisent moyennement, mais tu le fais parce que tu sais que de toute façon, tu es nourri ailleurs. Et pour ce travail, le travail qu'on fait là ressemble beaucoup à ça. Donc ça, c'est quoi? Il y en a qui ont des enfants ici. Ouais, c'est ça, exactement. On voit rien. Hein. Enfin, moi, je vois rien. Donc le vrai sujet, c'est de relier les points pour faire apparaître un dessin. Et là, on n'a pas pris n'importe quel dessin pour faire apparaître la Joconde. Donc la seule façon vraiment de comprendre l'œuvre d'art qu'est votre vie, c'est de relier les points. Et c'est ça qu'on essaie de faire en travaillant votre why et votre motivation primaire, parce que comme on l'a vu, c'est quelque chose que vous avez répété, qui est là en fait, qui est dans votre vie, mais il suffit juste de le mettre en lumière. Et ça, c'est un travail de discernement, de questionnement et de cheminement que vous pouvez faire en vous posant des questions du type « Qu'est-ce que j'ai toujours aimé faire et qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire dans ma vie et quelle aide je veux donner et je veux apporter au monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de retirer au monde ?» Troisième clé, les objections, donc le haut de Waouh. Parce qu'on est tous pleins d'objections, hein. On est tous pleins de freins, de croyances, à tel point que ça fait dire à Henry Ford, cette citation que j'aime beaucoup, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent
d'autres qui ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Ah oui. Ils ont tous raison parce qu'on est nos croyances. Nous sommes nos croyances. Donc, on est ce qu'on croit. Donc, forcément, si vous croyez que vous allez échouer, vous allez échouer, il y a de fortes chances. Si vous croyez que vous allez réussir, vous allez réussir. Voilà, ça c'est ce qui se passe. Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'en fait, est-ce que vous savez quel pourcentage de nos pensées sont les mêmes que la veille? Combien? Ouais, 95%. Donc on est toujours dans le même schéma, en fait. On est toujours dans le même schéma, on répète les mêmes choses un peu tout le temps, et du coup on est toujours dans le même genre de croyances. Donc il faut essayer de travailler avec les 5% restants qui nous ouvrent et les faire basculer petit à petit pour changer de croyances et pour changer du coup d'état d'esprit et pour ouvrir des possibles. Le souci quand on est enfermé dans ces croyances, il est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il nous empêche mathématiquement de nous projeter. Si je crois que je suis incapable de sauter en parachute, je ne vais jamais réfléchir à un job un peu outdoor, un peu extrême, alors que potentiellement je pourrais aimer ça, du coup je vais me fermer mes possibles. Si par contre j'essaye un jour de sauter au parachute et que je me rends compte qu'en fait c'est chouette, là tout de suite je vais ouvrir mon champ des possibles. Donc je vais pouvoir envisager des métiers, des choses qui finalement prennent en compte cette dimension-là que j'avais complètement occultée avant. Donc le fait de comprendre assez tôt quelles sont nos croyances limitantes fait que on va pouvoir élargir le champ des possibles. Et puis ensuite, ça prend aussi effet plus tard, quand on pense avoir un rêve, mais qu'on se dit de toute façon c'est pas possible, parce que j'y arriverai pas pour telle ou telle raison, parce que je suis trop vieux, parce que j'ai pas l'expérience, parce que je sais pas quoi. Et là, on se ferme tout de suite la porte, et donc on essaye un peu, puis au premier échec, ça confirme la croyance, on abandonne direct. Donc voilà, ça se travaille c'est pernicieux sur les 2 tableaux, au départ et puis même en cours de route. Donc les croyances, juste pour vous dire 2 mots là-dessus, c'est une interprétation du passé. Donc c'est votre interprétation qui crée la croyance. C'est la plupart du temps, ça n'a strictement rien à voir avec la réalité. C'est votre réalité. Donc, et d'ailleurs, c'est notre système actif réticulaire qui filtre un peu de ce qui passe de l'inconscient vers le conscient, et c'est ça qui crée finalement ces fameuses croyances. Donc ne pensez pas que parce que vous croyez quelque chose, c'est vrai. C'est pas forcément vrai. Et l'idée, c'est d'essayer de revisiter un peu toutes ces croyances qui nous limitent, justement de les confronter à la réalité. C'est ça le processus. Donc, on a eu Annie qui est arrivée avec un très beau parcours dans la distribution. Pareil, école de commerce, voilà, mais très beau parcours. Elle était directrice des achats chez Sport 2000 quand elle est venue nous voir. Mais elle avait une passion. Ce qui s'est passé 1 an après, elle a réussi à se convaincre de poursuivre, et vraiment pour le coup d'y mettre vraiment l'énergie qu'il faut, de poursuivre dans sa passion. Elle est aujourd'hui en poste chez un éditeur, et en plus elle est heureuse, elle est comme l'air, parce qu'elle a un poste qui lui permet de se déplacer, de voyager. Elle ne supportait plus le fait d'être enfermée dans un bureau, donc ça lui va comme un gant. Voilà. 4e et avant-dernière clé, uniqueness. Donc là, c'est trouver sa singularité, ce qui fait qu'on est unique. Donc là, ça rejoint vraiment ton rêve de tout à l'heure. Moi, je prends Picasso comme autre rêveur, écrivain, poète, en plus d'être artiste, plasticien. Et j'adore cette citation qui, à elle seule, résume toute la soirée, je pense. Voilà, s'il fallait repartir avec quelque chose, c'est ça. Mais vraiment, la méditer. Repartir avec, la méditer. Le sens de la vie, c'est de trouver votre cadeau. Le but de la vie est de le donner. Donc effectivement, si on ne trouve pas son cadeau, c'est un peu dommage. Donc le cadeau, c'est le don. On nous a fait un cadeau, un don. Mais le don, ça ne se garde pas pour soi. Un cadeau, ça se donne. Le but de notre vie, c'est de donner son cadeau. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de donner ce qu'on a de meilleur pour réussir sa vie. C'est selon Pablo Picasso, et moi, je souscris complètement. Alors, le problème de ça, c'est que souvent, on ne met pas de valeur sur ce qui est facile pour nous. C'est un vrai sujet, donc là aussi, c'est là que c'est intéressant de retravailler un peu son parcours. D'autant qu'en plus, quand on a une 40aine d'années, on a acquis des compétences, mais on ne sait plus quelles sont ces compétences.
Parce qu'on a atteint le 4e stade de la compétence, qui est la compétence inconsciente. On est compétent inconscient, inconscient de sa compétence. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'avais fait une table rase sur le marketing. Puis, de toute façon, en gros, je suis une marketeuse, mais je ne sais pas vraiment marketer. Au bout de 25 ans, 20 ans. Non, mais c'était complètement faux. C'est juste qu'on devient complètement inconscient de ses compétences arrivé à un certain stade. Donc oui, non, le marketing, ça s'apprend quand même, quelque part. Et finalement, quand je vois des novices, je me dis, ah oui, non, quelque part, j'ai quand même un peu de valeur ajoutée. Donc, non, essayez de remettre de la valeur sur vos compétences inconscientes, on va les reconscientiser déjà, et puis aussi sur vos talents, que vous avez peut-être oubliés en cours de route, en cours de carrière, que vous n'avez pas exploité. Et là, on fait écho un peu aux motivations primaires. Parce que finalement, un talent, c'est quoi? C'est une motivation primaire qu'on a su exprimer, qu'on a su mettre en lumière. C'est ça un talent. Pour ça, je vais vous prendre l'exemple rapide de Gillian Lynn, qui est une chorégraphe anglaise qui a fait Cats, c'est le fantôme de l'opéra, que vous connaissez tous ici. Donc maintenant, on se lève et on danse. Non, c'est pas ça. Et quand elle était petite, cette petite fille, elle avait des troubles du comportement, à tel point que sa mère l'a amenée chez un médecin, parce qu'elle pensait que, vraiment, parce qu'elle travaillait plus à l'école, parce que c'était l'enfer. Et donc le médecin observe la fillette, puis fait sortir la mère du cabinet, met la musique, et puis dit à la mère d'observer sa fille. La petite fille se met à danser sur la musique. Donc le médecin se tourne vers la mère et lui dit: écoutez madame, votre fille n'a aucun trouble du comportement, c'est une danseuse, inscrivez-la à un cours de danse. Elle avait 6 ans, et après c'est devenue une merveilleuse danseuse, et après ça c'est devenu l'une des plus grandes chorégraphes. Donc voilà, et c'est une parfaite illustration de l'incarnation que Gillian a su faire de cette capacité à bouger, en fait, de cette volonté de bouger. Donc ça c'est une motivation primaire pour le mouvement, pour bouger, pour chorégraphier, pour s'exprimer physiquement en danse et ensuite en chorégraphie. Ensuite, ce qu'on vous suggère aussi de faire, c'est de regarder de près vos préférences comportementales. Donc là, je fais référence à Jung et au test MBTI. Donc on s'en sert beaucoup parce que c'est vraiment fondamental, c'est pas un test d'ailleurs, c'est un questionnaire. C'est fondamental de comprendre comment se positionner sur les 4 dimensions qui, d'après Jung, structurent la personnalité d'un individu. Donc je vais vous les répéter, enfin les rappeler rapidement. La première, c'est d'où je tire mon énergie. La deuxième, c'est quelle information je prends et à quelle information je me fie. La troisième, c'est comment je traite finalement cette information et comment je décide, du coup. Et la quatrième, c'est comment je passe à l'action. C'est ça les dimensions. Pourquoi c'est important, et je ne vais pas vous la faire ici parce qu'on ne va pas faire un test MBTI en live, non. C'est important parce qu'en fait, ça vous permet de comprendre déjà que vous avez des comportements qui sont, c'est pareil que les motivations primaires, hein, parce que Jung situe la réponse en fait à ces comportements-là très très jeune, donc il hésite entre l'inné et l'acquis. Donc on voit que c'est vraiment très très jeune. Donc on a une structure finalement de personnalité qui est définie très tôt. Moi je ne sais pas si vous avez des enfants, je pense que beaucoup en ont, vous voyez bien que les structures de personnalité elles se définissent très très tôt. Moi j'ai des jumelles, donc je suis particulièrement bien placée pour voir le fait qu'elles ne se ressemblent pas du tout, et ça on l'a vu, mais à 4 mois déjà on voyait des traits qui sont stables dans le temps. Donc c'est quand même assez étonnant. Donc du coup ça m'a donné confiance en la théorie de Jung. Et c'est important en fait de comprendre comment on se positionne sur ces 4 dimensions, parce que déjà si on ne les a pas vécues correctement, ça veut dire qu'on s'est trop adapté, et ça veut dire que c'est aussi pour ça qu'on peut souffrir aujourd'hui. A l'inverse, si on les a bien vécues, Jung nous explique qu'à la quarantaine on peut vouloir chercher autre chose. Donc ça expliquerait aussi pourquoi vous êtes dans cette pièce aujourd'hui. Et ça détermine aussi nos besoins. Voilà. De quoi j'ai besoin pour bien fonctionner au travail ou ailleurs ou dans mes relations. Et sinon, si on ne respecte pas ça, finalement, quelque part, ça veut dire qu'on s'est suradapté. Et quand on s'est suradapté dans son job, finalement, on ne sait plus trop qui on est. On devient une virgule chez Nike, un crocodile chez Lacoste, en gros. On perd de son identité. Et quand on perd de son identité, on perd de sa valeur. Et quand on perd de sa valeur,
on perd confiance en soi et en estime de soi, c'est ça qui se passe. Et surtout aussi, on perd en énergie. Parce que se suradapter, ça consomme énormément d'énergie. Dernière clé, make it happen. Donc, l'opportunité, c'est là. Très vite. On a vu les motivations et les talents, on a vu le why et les inspirations. Ce qu'on cherche, nous, c'est à débusquer la pépite qui est à l'intersection des deux. Et puis à le filtrer par rapport à vos besoins. Donc c'est ça. C'est un mini-caille pour ceux qui connaissent simplifié. Donc c'est ça le vrai sujet, sachant que les besoins du monde, ils sont ils sont pas en clair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le monde a tellement de besoins que de toute façon, vous trouverez la chaussure à votre pied, si vous êtes centré. Donc l'idée, c'est d'assembler, en fait. C'est de ne pas séparer. Donc là, c'est qui ? Quelqu'un reconnaît cette personne ? C'est Vivienne Westwood, exactement. Qui est, pour moi, l'archétype de quelqu'un qui a su assumer des univers qu'elle porte en elle, qui est d'un côté la nuit, le punk et la mode. Elle a réussi à associer les deux, et c'est devenu sa patte. Sa patte, son unicité. Voilà. Vivienne Westwood. Donc, ne plus séparer, en fait. Assembler ce qui fait, et assumer ses paradoxes. Maud, qui a été aussi quelqu'un qui est passé par notre programme, dont les motivations étaient d'organiser, de mettre en lien, de créer la relation et d'être ultra expert. C'est un profil d'ultra expert, Maud. Elle est capable de vous citer, quand elle lit une notice, tout ce qu'il y a dans la notice. Et son inspiration incroyable, c'était la cosmétique bio, le bio, et notamment la cosmétique. Et quand elle a cherché à fond, alors on n'est pas du tout de la cosmétique bio, donc c'était pas complètement évident en fait de trouver un job, surtout en plus c'est un petit secteur, donc c'était pas du tout évident de trouver un poste, même si elle est commerciale, dans ce secteur-là. Donc en l'occurrence c'est pas du tout responsable de projet de formation, ça c'était pas du tout ça. Bon, elle est devenue du coup compte clé dans une entreprise de cosmétiques bio, et elle a séduit son employeur parce qu'elle était tellement sûre de son inspiration pour les cosmétiques, et en plus de valoriser tout ça, la mise en relation et la création de liens qui est propre d'un commercial, elle a su valoriser ça, qui est son expertise, son œil d'experte sur des produits. Et ça, forcément, ça a fait mouche pour un recruteur. Je pense qu'il a des personnes qui connaissaient aussi bien les produits bio. Donc je ne dis pas que vous arrivez et que vous êtes Jean-Claude, mais notre objectif, c'est que vous repartiez et que vous soyez Popeye. Ça, c'est clair. Donc, votre employeur idéal, c'est celui que je veux. C'est pas celui qui veut moi. Il faut être très clair là-dessus. Quel que soit votre âge, je dirais. Et c'est pas je cherche l'opportunité désespérément. Si je suis une opportunité, j'incarne l'opportunité. Vous ne pouvez pas faire semblant. Enfin, dernière petite chose que je voulais vous dire. À votre avis, comment la nouvelle économie a disrupté l'ancienne ? De plein de façons, mais moi j'en retiens deux. Qui est d'un côté rencontrée, c'est-à-dire que la nouvelle économie, elle a mis les gens en lien. C'est vraiment été ça. Elle a été tellement ouverte qu'elle a remis les gens en lien, elle a recréé du lien. Le sharing, l'économie du partage, on l'a appelé. Et elle a su donner. Dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui qui ont disrupté leur marché, que ce soit Amazon, Google, Facebook, ils ont commencé par du gratuit ou alors à perdre énormément d'argent. Donc ça veut dire nous rendre service en donnant quasiment leur truc. Enfin, Amazon, ils ont perdu des milliers à satisfaire à la base. Donc oui, pour rentrer dans cette nouvelle phase qui va être la vôtre de transition, il va falloir faire deux choses. Rencontrer un maximum de personnes. On n'insistera jamais assez là-dessus. Et donner. Donner, pas n'importe quoi, hein. Donner ce que vous avez de meilleur et le donner en quantité. Donner. Voilà. Et puis ça va payer. À un moment donné, ça va payer. Alors, je vous dis 2 secondes sur le programme et ensuite on en reparlera à l'apéro pour ceux que ça intéresse. On a conçu un programme, alors là je vois les gens, c'est quoi ce schéma Non mais en fait c'est très simple. On a un programme qui est en 2 phases. Il y a une première phase de discernement où on passe 7 semaines ensemble pour vous aider à discerner sur ce que vous voulez vraiment et qui reprend le WAOU.
et le début du H de ce que je vous ai dit depuis maintenant une petite demi-heure. Alors le format, il est innovant parce qu'en même temps, il inclut des travaux de groupe. Donc c'est tout ce que vous voyez en rouge, c'est quand les coachs sont là avec vous. Donc c'est surtout moi, plus d'autres personnes qui m'accompagnent. On est deux pour la plupart du temps à vous encadrer. Ça commence par une soirée du coup en kick-off et ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, on vous met en groupe. Et les groupes sont autonomes. Vous avez 3 soirées prévues en groupe pour creuser des choses ensemble. Bien sûr, vous êtes guidés puisque vous avez accès à une plateforme où il y a plein de choses à travers des vidéos et des podcasts qu'on a fait nous. C'est pas du tout des choses qu'on a empruntées ailleurs. Donc bon voilà, il faut vouloir me voir en vidéo. Pas que moi, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi Benoît qui est super. Et puis il y en a d'autres sur votre niveau. Donc on vous donne accès à une plateforme et surtout on vous met en groupe pour que vous puissiez suivre un parcours. Et moi je vous vois en visio et je vous vois 1 heure aussi en one-to-one pour être sûr que vous avez bien intégré, que vous avez trouvé vos motivations, etc. pour arriver ensuite en journée de synthèse et vraiment travailler sur vos pistes de manière très efficace. Et votre plan d'action derrière. Ça c'est la première partie du programme. Et la deuxième partie, parce qu'en fait ce qu'on voit, c'est que l'audace, ça s'apprend. Réseauter, tout le monde n'aime pas le faire, c'est pas si simple, donc il faut se booster, se challenger, et c'est important de le faire parce que à ce stade-là, vous pouvez avoir des pistes, mais vous avez besoin de les valider. Vous avez besoin d'être sûr que c'est fait pour vous. Et pour ça, il va falloir que vous alliez à la rencontre des gens, soit qui l'ont déjà fait, soit qui peuvent vous donner des tuyaux, et ça, il va falloir passer à l'action. Donc, que vous soyez en poste, parce que beaucoup de gens sont encore en poste et me disent on n'a pas le temps. Oui, mais c'est pas une question de temps, c'est une question de motivation et d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on vous remet en groupe là, pour vous booster et à faire de la démarche réseau et à comprendre l'importance de cette démarche-là. Donc, les machines qui vont bientôt prendre notre place, elles ne peuvent pas faire de réseau. Enfin, je veux dire, le fait d'être en capacité de créer du lien entre vous, c'est ce qui fait votre richesse en tant qu'être humain. Voilà. Et donc ça commence par une soirée pour faire votre plan d'action audace, parce que c'est oser, le job de Savel, ça s'appelle oser. Et ensuite, on a donc du coup, vous voyez, tous les 15 jours, pendant 4 mois, on a rallongé le programme pour vous donner le temps vraiment de rencontrer du monde et de valider bien vos choix. Et ensuite, il y a en plus un coaching individuel, des soirées networking qui sont tous les 2 mois, qui sont interpromos. Donc là, vous rencontrez d'autres personnes. Et donc, on facilite pour vous la démarche réseau, quelque part. Et puis, il y a 2 journées de présentiel pour aller plus loin sur la thématique de lever ses freins, notamment avec Décider. Et pour être sûr, soit booster sa candidature, donc vraiment la communication est clé, donc on a une journée spéciale là-dessus, avec une spécialiste de la communication, si vous recherchez un job. Et sinon, sur la partie entrepreneuriat, pour créer et puis pour concevoir son offre. Et là, on s'appuie sur les techniques de design thinking pour vous faire gagner du temps. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, je suis dispo du coup à la fin. Les intervenants, donc je ne suis pas toute seule, je ne vais pas les citer. Hop. Et puis, je vous donne juste le prix, comme ça vous avez le temps de cogiter avant d'entendre Yann et Farissa. Donc, on est sur des tarifs qui sont des tarifs qu'on veut accessibles. Voilà. On veut vraiment que les gens puissent suivre ces programmes et on veut les rendre accessibles. Donc, moi, je connais l'efficacité du programme. J'ai voulu, malgré tout, faire quelque chose qui soit accessible pour les gens. On a du coaching individuel. Personne ne propose du coaching individuel dans des programmes collectifs. Ça n'existe pas à ces tarifs-là. Donc, moi, j'en inclus parce que c'est important. Je le vois, je le vis tous les jours. Et puis, la deuxième partie, qui est une partie vraiment d'entraînement au passage à l'action, peu de gens la proposent aussi, et pourtant c'est essentiel. Donc, je l'inclus aussi. Voilà. Donc vous avez un tarif à 840 € qui inclut du coup 6 mois d'accompagnement. Et là, je peux vous dire que au bout de 6 mois, normalement, vous êtes passé à l'action. Alors, Yann, est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours? Bonsoir. Alors j'ai essayé d'aller vite parce que voilà, il est un petit peu tard. Donc moi j'ai fait Waoming il y a très peu de temps.
Et donc, moi, j'ai travaillé les aspirations professionnelles il y a 2 ans. Et voilà, j'ai commencé à me poser des questions comme vous ce soir sur les talents, les motivations, ce que je veux apporter au monde, le sens, mais aussi toute l'équation complexe avec j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai un emprunt, donc tout ça se mêlait un petit peu. Et donc, en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir de parler de ça ce soir. C'est des choses qui me questionnent encore et voilà, j'espère que je vais réussir à parler du sujet aussi qui me passionne sur l'intelligence collective. Bon, voilà, il y a 2 ans, j'étais en mode long fleuve tranquille. Je suis ingénieur, j'ai fait 13 ans dans la gestion de projets industriels, et puis ça se passait bien, ça me plaisait bien. Mais j'étais loin de ce que j'ambitionne, c'est un hobby rémunérateur, donc quelque chose où on en ressort presque énergisé à la fin de la journée, ce que j'espère à tous. Voilà, donc il y a 2 ans, ça me plaisait bien, mais je faisais de la coordination technique et de la coordination humaine. C'était bien, mais sans plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit élément déclencheur. J'aurais pu continuer comme ça, mais j'ai eu un licenciement économique qui m'a été annoncé, donc fin 2017. Et tiens, spontanément, je me suis dit, tiens, je vais retrouver la même chose ailleurs. Et puis il y a eu un petit truc qui est arrivé. Je me dis, tiens, je peux peut-être voir ce que je peux faire de plus. Ça, vraiment, mon parcours, c'est par petits pas. Ces petits pas, j'espère que vous aussi vous les sentez. En fait, on dit qu'on met 7 ans à se régénérer entièrement, donc toutes les cellules de notre corps, au bout de 7 ans, il n'y en a plus aucune des mêmes. Donc moi j'ai fait déjà 2 ans et il y a beaucoup de choses qui sont transformées. Voilà, donc je me suis dit, tiens, fais un bilan de compétences. Puis au fur et à mesure, je me dis, tiens, on parle de la VARAP, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une association qui accompagne les cadres à atteindre et définir un projet professionnel. Voilà, donc je fais ça, je m'inscris, mon oncle m'en parle, allez hop, on y va. Ça va un peu plus loin que le bilan de compétences. Et en même temps, il y a une petite graine qui germe de se laisser pousser les envies, d'aller voir plus loin. Donc je m'intéresse au développement personnel. Donc je suis un peu tiraillé entre les deux parce que la VARAP c'était assez pragmatique, retour rapide à l'emploi. Et puis sur le développement personnel, j'étais comment trouver son feu intérieur, trouver une vie avec un succès exponentiel, les 7 étapes pour réussir. Alors que sur la VARAP, j'étais plutôt là, résultat, réalisation flottante. Donc j'étais un petit peu entre les deux. Et puis donc quand j'ai eu les licenciements économiques a pris effet en 2018, avril 2018, je savais pas trop ce que j'allais faire en fait. Je continue, je fais un petit peu des essais-erreurs sur des postes. Donc j'étais un petit peu dans le Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut marcher. Je peux conclure. Ça n'a pas conclu. Mais fin 2018, en fait, j'avais une vision claire de ce que je voulais faire. C'était cette histoire d'intelligence collective. Parce que en fait, j'avais été chef de projet, je faisais de la coordination. Mais tous les gens que je côtoyais, c'était des gens qui avaient des objectifs individuels, qui travaillaient pour un département qui travaillait que pour eux. Et moi, je coordonnais toute la chaîne du commercial, du bureau d'études, conception, etc. Jusqu'à la livraison. Donc cette histoire de magie de l'intelligence collective, je l'avais pas eu en fait dans mes expériences, et c'est ça que je veux vivre maintenant. Et voilà, pour moi c'était déjà avoir du plaisir à travailler ensemble. C'est aussi arriver à se coordonner, arriver à être très créatif, à laisser exprimer plein d'idées, mais en même temps aussi en éliminer plein, et puis se dire tiens, mon idée, personne n'en a rien à faire, mais bon, c'est le groupe qui a décidé, j'y vais, je m'implique. Voilà, plein de choses, je ne vais pas vous parler d'intelligence collective toute la soirée, je continue. Donc fin 2018, c'était très clair dans ma tête. J'avais en plus une formation de coach qui allait démarrer. Et puis je me suis retrouvé comme vous à une soirée ici, intrigué. Il y avait plein de choses qui me parlaient. Et en fait, j'ai été convaincu parce qu'il y avait trois choses. Donc, bon, ça ressemblait à un programme de développement personnel. Vous avez vu l'acronyme WAU. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y avait des choses qui étaient vraiment importantes pour moi, qui étaient le côté collectif. Voilà, l'intelligence collective, le soutien du groupe, l'énergie du groupe. Il y avait le côté coaching. Et puis aussi pragmatique quand même avec le côté marketing. Donc je commence et je me dis, avec ce programme, en fait, ce que je recherche, c'est me faire challenger sur mon projet professionnel. Est-ce que je suis vraiment dans mes motivations primaires? Est-ce que mon why n'est pas encore... Je sais, je vais être sur l'intelligence collective, mais pourquoi je le fais? Comment? Bon, tout ça, c'était pas clair. Donc de l'ancrage.
Et puis voilà, j'ai démarré donc début 2019. Et puis j'ai retrouvé vraiment ce que je pensais retrouver. Donc il y avait cette puissance du collectif. Donc avec Farissa, il y a beaucoup de travail en binôme, en groupe. Il y a une forte cohésion. Donc on s'appelle les Jedi du Wild. J'ai partagé une photo de Farissa qui a regardé. Donc là il y a tout le groupe qui a commenté sur WhatsApp là. Et donc il y a vraiment cette entraide là. Et au-delà du côté sympathique, il y a le côté miroir du groupe. C'est-à-dire que quand on parle de quelque chose, il y a le groupe qui dit oh, tiens, quand tu as parlé de ça, c'était un peu plat. Par contre, tu as dit ça, et alors là, tes yeux sont éclairés. Et là, on comprend si on est bien aligné ou pas. Deuxième point qui était, c'est l'environnement, l'épigénétique, là, dont tu as parlé, Laurence. Deuxième point, c'était pour moi vachement important, c'est toujours cette histoire de plaisir. On travaille beaucoup sur les petits pas, les fiertés de tous les jours, les inspirations. Et c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous transforme. Et en fait, ce que j'avais pas dans la VARAP, c'était à chaque semaine, on se retrouvait en groupe, c'était qu'est-ce que tu as fait, quel résultat tu as eu. Alors que là, c'est pas le résultat qui est le plus important, c'est cette histoire de plaisir, de se sentir qu'on est en mouvement. Et le cerveau, tout ce qui est plaisir, il va y aller, donc il va continuer si c'est de la souffrance, il va dire non, c'est pas pour moi. Et donc, ça va pas avancer. Troisièmement, ce qui m'a beaucoup plu, je vous parlais d'être challengé. Il y a des exercices en fait qui nous amènent à nous challenger, donc on va pitcher avec une professionnelle qui nous encadre. Il y a des exercices de visualisation, donc on a parlé de neurosciences, de se créer un souvenir du futur, donc visualiser dans quelle vie vous serez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et de le décrire avec un maximum de détails et pouvoir en parler. Alors là, il y avait un exercice sur peut-être vous écrivez votre CV, vous le présentez à tout le monde, etc. Et ça vous force à aller chercher loin dans ce que vous avez à l'intérieur de vous, et c'est génial. Voilà, donc je m'arrête un petit peu là parce que c'est juste l'idée de vous présenter un peu quelques teintes de ce que j'ai parcouru. Moi, du coup, j'ai continué avec. J'ai créé 2 communautés Meetup sur l'intelligence collective. Une qui s'appelle Neurosciences et Management, et l'autre Lab Agilité Intelligence Collective. Et finalement, j'ai réussi à trouver un emploi, donc je suis coach agile chez Accor. Et quand j'ai passé l'entretien en août, ils m'ont dit à la fin de l'entretien, mais vous n'avez jamais été coach agile en fait. J'aurais dit non. Et ils m'ont pris quand même. Donc ça veut dire que j'avais suffisamment d'enthousiasme. Et donc voilà, chez Accor, je suis là pour que les gens travaillent mieux ensemble et puis prennent du plaisir à travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai fait parce que je voulais avoir un engagement politique, citoyen, donc ça me rappelle un petit peu Grégory, un petit peu ma jeunesse. Et puis j'ai commencé à monter un peu en grade, à être responsable, gérer des équipes, faire plein de choses, mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que c'était soit trop facile, soit parce que je ne m'y retrouvais pas. Il y avait du sens, il y avait de la valeur, je donnais beaucoup, mais je ne donnais pas ce que je voulais vraiment donner. En 2013, je fais un bore-out, en gros. Donc je vais tout plaquer et je pars 3 mois en Turquie. Je connaissais déjà la Turquie parce que j'avais déjà fait quelques voyages. Je me retrouve à Istanbul. C'était une période très compliquée parce que je ne savais plus où j'étais, qu'est-ce que je devais faire de ma vie. J'étais bien, mais en même temps, j'étais complètement déboussolée. Et pour ceux qui connaissent Istanbul, je monte la tour de Galata. Je me retrouve devant un panorama extraordinaire, Sainte-Sophie, la mosquée bleue, la mosquée de Souleyman, le magnifique. Et là, je me dis, c'est là que je veux être. C'est là que je veux être. Et je me sens très très bien. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que le maire pour lequel je travaille actuellement, qui se trouve juste derrière la Seine, c'est-à-dire dans le 92 à Gennevilliers, me contacte pour me dire, je veux que tu sois dans mon équipe. Ah, qu'est-ce que je fais? Je reste à Istanbul, je retourne en France. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je ne saute pas le pas de rester à Istanbul, je reviens en France. Je suis revenue parce que j'étais convaincue que travailler avec ce maire, c'était très important pour moi par rapport aux valeurs qu'il dégageait, les valeurs qu'il défendait. Donc, c'est pas un regret, en gros. Mais en gros, c'est pareil, je ne suis pas à ma place, il me manque toujours quelque chose. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je commence à travailler, tout se passe bien, j'ai un boulot que j'aime beaucoup, je travaille avec des gens extraordinaires, une équipe qui est passionnante. Je rencontre beaucoup de personnes, des architectes, des urbanistes, des habitants, des enfants, des écrivains, des artistes.
Je fais de la communication, je travaille dans la relation internationale, la culture, l'éducation, enfin voilà, je fais beaucoup de choses, mais il manque toujours quelque chose. En 2016, je reprends dans mes études. Enfin, j'avais déjà fini, mais je voulais refaire un master. Donc, je refais un master de relations internationales à Sciences Po, en même temps que je travaille. Donc, c'était un gros challenge. Je ne dors pas, je fais tout ce que je dois faire pour vraiment arriver à avoir mon master. Et là, en fait, il faut que je fasse un stage à l'étranger. Bon. Et donc, il faut aussi négocier avec mon maire pour me laisser partir entre 4 et 6 mois à l'étranger pour faire ce stage-là. Donc je décide de repartir à Istanbul. Donc je reste 4 mois à Istanbul. Et là, c'est vraiment l'ancrage. Je sais que c'est la ville où je veux être. C'est là où je veux vraiment vivre ce que j'ai envie de vivre. Et en gros, je suis une grande passionnée de voyage et d'histoire. J'ai fait des études d'histoire d'ailleurs aussi. Et ce qui me passionne et que je n'ai pas fait, c'est des études d'architecture, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, il faut vraiment choisir. C'était de restaurer des monuments. Et en gros, en traversant cette ville, que je connais vraiment par cœur, rue par rue, je vois des monuments, des lieux qui sont complètement en ruine, et ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que pour moi, un monument, il a été bâti pour vivre comme nous. C'est-à-dire, le Louvre, c'était un château, ce n'était pas un musée. Bien sûr que ça, vous le savez. Et quand je suis à Istanbul, je vois plein d'endroits qui ont vécu, qui respirent une histoire, des rencontres. Et parmi ces monuments-là, il y a des caravansérails. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, les caravansérails, ce sont les ancêtres des hôtels. En gros, sur la route de la soie, tous les commerçants qui partaient de Chine et qui arrivaient jusqu'en Europe, mais qui s'arrêtaient bien sûr sur la route du Moyen-Orient, s'arrêtaient dans des caravansérails, donc des grands hôtels, en gros, qui étaient faits pour accueillir des caravanes de commerçants. Et dans ces caravansérails, c'est là que se faisaient tous les croisements d'histoire, de gastronomie, de religion, de philosophie. Et en fait, ce sont des lieux qui sont vraiment synonymes de partage et de culture. Et c'est quelque chose qui est hyper passionnant pour moi parce que grâce à ces caravansérails, eh bien, on a toute la culture de Chine, d'Inde, du monde arabe qui est arrivée en Europe, mais aussi toute cette culture européenne occidentale qui est allée de l'autre côté. Et en gros, ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est de voir aujourd'hui que dans beaucoup de pays du monde où il y a des caravansérails et d'autres monuments aussi, beaucoup de choses sont en ruine parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il y a des choses qui sont parfois qui nous dépassent. Et ce que je veux vraiment faire à Istanbul, c'était vraiment d'essayer de faire revivre cette histoire-là. Donc en gros, aujourd'hui, je suis toujours en poste, mais j'ai décidé qu'en juillet 2020, je quittais mon poste. Donc j'ai déclaré à mon responsable, à mon maire, que je voulais partir. Ça leur déchire le cœur parce qu'ils ne veulent pas que je parte, mais moi, ma décision est prise. Et en gros, là, je reviens d'Istanbul, j'ai atterri hier. Et depuis quelques mois, donc je fais des allers-retours. J'ai découvert plusieurs caravansérails qui pourraient potentiellement être réouverts pour devenir ce que j'espère, des hôtels, des chambres d'hôtes et des hôtels d'artisanat. Puisque, en gros, pour révéler cette histoire des caravansérails, j'ai besoin que la culture et l'artisanat turc soient à nouveau révélés pour pouvoir attirer des gens du monde et voir justement cette connexion, ce partage des cultures se refaire. Et ce qui est un peu marrant dans mon histoire, c'est que en 2013, quand je suis allée à Istanbul après mon burn-out, j'ai rencontré un propriétaire chez qui je suis restée 3 mois, et je l'ai revu la semaine dernière, et il a ouvert un hôtel. En gros, en lui reparlant de mon histoire et de ce que je voudrais faire à Istanbul, il m'a ouvert beaucoup de portes. Et ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'en gros, on a toujours peur de faire le premier pas. En gros, entre mon rêve et moi, il y a une petite ligne. Donc, il suffit juste de traverser cette ligne. Et en gros, vous vous retrouvez avec des opportunités et des personnes que vous voyez peut-être tous les jours qui peuvent vous aider à révéler votre personnalité et à réaliser votre rêve. Et quand j'ai rencontré Laurence et Benoît, c'était comme Yann, c'était en 2019. On a commencé la formation le 25 janvier 2019, je me rappelle très bien, parce que c'était le jour où mon père est sorti de l'hôpital. Donc un moment très important.
les deux moments très importants. J'ai rencontré vraiment des personnes extraordinaires, déjà de par l'histoire de Benoît et de Laurence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vraiment, comme disait tout à l'heure Yann, un miroir de ce qu'on ressent et un miroir de ce qu'on vit, tout seul, en fait, dans notre propre personnalité. En gros, on se pose plein de questions que tout le monde se pose. Et je suis sûre que dans toutes les questions que vous allez vous poser, beaucoup vont trouver des réponses, comme nous on les a trouvées avec Yann et avec tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on se refoule, on se réadapte constamment, et on oublie en fait ce qu'on est et ce qu'on veut être et ce qu'on veut devenir. Cette formation, c'est vraiment ce qu'elle m'a appris. C'est vraiment une vraie source de richesse et de partage avec les autres. Dans la bienveillance, je sais que c'est un mot qui est vraiment galvaudé, mais c'est vraiment de la bienveillance. Des amitiés aussi qui se créent, mais aussi une confiance entre nous pour se dire les choses et pour s'aider à dépasser nos peurs, à aller vers ces motivations primaires que souvent on a beaucoup enfouies. En tout cas, moi, c'était le cas pour mon expérience. Et en gros, comme l'a dit aussi tout à l'heure Laurence, je suis complètement convaincue aussi, chacun a un rêve, il faut juste l'exprimer et le laisser sortir, le laisser vraiment se révéler à vous et devenir vraiment réalité. Donc moi je suis vraiment fière de ce que j'ai fait pendant 6 mois. C'est pas fini, le chemin est long. Je vous avoue que des fois je me réveille et je me dis non, je reste sur mon poste, je bouge pas, je suis bien payée, j'ai un appart, j'ai tout ce qu'il faut, pourquoi partir ? Et je me retraite en me disant non, si je dois le faire, il faut le faire maintenant. Parce que c'est bon, j'ai pris la décision, j'ai fait un pas, il ne faut pas que je revienne en arrière. Et je suis sûre que je ne vais pas me défaire, je ne vais pas revenir en arrière, je ne vais pas regretter, parce que c'est une nouvelle expérience qui va s'ouvrir à moi, d'autres personnes que je vais rencontrer, d'autres compétences aussi que je vais pouvoir développer. Et c'est un parcours de vie, peut-être qu'il va réussir, peut-être pas, mais je serai toujours fière de l'avoir commencé et j'espère le finir. Merci Farissa. On voit la passion. Là, vous dites tous, bon, moi je suis pas aussi passionnée et j'ai pas un truc comme ça, je suis pas tombée amoureuse d'Istanbul quand j'étais plus jeune. Non, mais on a tous, en fait, quand on fouille, quand on creuse, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer. Il suffit juste de le trouver et puis d'oser derrière le mettre en action. Voilà. Ben, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Il y a un pot derrière, il y a plein de choses au frais, etc., plein de bouteilles, donc ne nous laissez pas en plan avec tout ça. Restez avec nous.